Bonjour à tous. Je suis en train d'admettre tout le monde. Hein. Ouais, tous ceux qui l'ont demandé. Hein. Pour l'instant, je pense qu'on est bon. Bonjour. Bonjour. Hop. Alors, pour l'instant, on attend que tout le monde rentre dans la salle. Et ben, on peut discuter entre nous. Après, par contre, je vous demanderai de couper vos micros, à part les intervenants, bien sûr, si on les entend. Pour l'instant, on n'a pas encore démarré. Alors, il y a une trentaine de participants, hein, donc même peut-être un peu plus. Il y en a qui m'ont appelé il y a 5 minutes, les lastminute.com, qui ont décidé au dernier moment de nous rejoindre. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer. Il est 13h34. Pour récompenser ceux qui sont à l'heure, ne pas les faire attendre. Donc, bienvenue, bonjour, bienvenue sur la radio des magasins de producteurs. Donc, on continue à l'appeler radio, même si c'est une visioconférence, parce qu'on aime bien le mot radio. Voilà, donc cette conférence visio est organisée par l'Association nationale de développement agricole, qui s'appelle TRAM. Et moi-même, je suis Thierry Ponce, je suis membre de l'équipe projet circuit court de TRAM. Et donc, je vais animer cette radio pendant une heure. Donc, aujourd'hui, vous allez être une trentaine à participer. Il y a pas mal d'agents de développement, de personnes qui accompagnent les projets de magasins de producteurs. Et il y a aussi des agriculteurs qui participent, qui sont adhérents ou apporteurs dans ce type de magasin. Donc, l'objectif de cette radio, si vous avez déjà suivi, c'est de nous permettre d'approfondir nos connaissances depuis chez nous, sur notre lieu de travail, sur une thématique précise en lien avec les magasins de producteurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette conférence va durer 1 heure. Je m'interromps parce que j'ai de nouvelles personnes qui arrivent. Voilà. On est bientôt complet. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir 2 invités, Sylvie Noria-Noguet et puis Marius Chevalier, donc, qui se présenteront tout à l'heure. Et on va aborder le sujet de la prise de décision au sein des magasins de producteurs. Donc, c'est quelque chose dont on a parlé lors de la dernière émission. Et puis, on s'était dit que ça valait le coup de faire une émission spécifique là-dessus. Donc, les magasins de producteurs, vous les connaissez, vous en accompagnez. C'est un groupe de personnes qui est organisé autour d'un but commun. C'est donc une communauté. J'admets encore des gens. Hop, voilà. C'est une communauté qui doit combiner les intérêts, des logiques, des contraintes qui sont parfois contradictoires. Donc, il faut se mettre d'accord entre les différentes parties prenantes. Et du coup, cette communauté, elle doit collaborer et pour prendre soit des petites, soit des grandes décisions. Donc, ça questionne évidemment la gouvernance, les processus de décision, mais aussi l'intelligence collective qui est mise en place au sein de ces collectifs. Donc, le but de cette émission, c'est d'essayer de mieux connaître les modes de décision qui sont mis en œuvre au sein des magasins de producteurs, identifier les évolutions de ces modes de décision, des choses qu'on peut observer au fil de l'eau. Et puis, on va aussi mobiliser une expertise, nos expertises sur les processus décisionnels,
pour comprendre comment agir au sein d'un collectif, pour préparer une décision, lui donner du sens pour chaque adhérent, et puis prendre ces décisions et après la faire vivre donc, sereinement au sein du collectif. Donc, après un temps de témoignage de nos invités, on répondra à vos questions. Alors, comme on est sur un format nouveau, vous pouvez aussi utiliser la conversation de groupe, Zoom, en posant vos questions, peut-être au fil de l'eau, comme ça on ne perd pas le fil. Et puis on verra si on répond au fil de l'eau ou plutôt en fin d'émission. On a plutôt prévu de le faire en fin d'émission. Voilà. Alors, du coup, pour le confort de tous, les auditeurs, je vous propose de fermer vos micros, mais je vois que c'est ce que vous avez fait pour la plupart. Donc, c'est très bien. Et puis après, peut-être pour le confort de tous aussi, peut-être fermer votre caméra quand les intervenants prendront la parole. Et puis on les remettra peut-être à la fin de l'émission. Alors, je vérifie juste que je n'ai pas oublié des personnes dans la salle d'attente. Ce serait dommage. A priori, non. C'est bon. Alors, du coup, je vais laisser nos deux invités se présenter, en commençant peut-être par Sylvie Nuria-Noguet. Alors, qui es-tu, Sylvie? En quelques mots. Bonjour Thierry et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission webinaire. Donc, je suis Sylvie Nuria, je suis ingénieure de formation, ingénieure arts et métiers. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises et j'ai été pendant une quinzaine d'années consultante en développement durable en France et au Québec. Et j'intervenais à la fois pour des municipalités et pour des entreprises. Donc, cette dimension de la décision, qu'elle soit au niveau hiérarchique ou au niveau collectif, m'a toujours habité en fait, et en particulier quand on parle de développement durable, on parle d'enjeux, d'intérêts, de positions divergentes. Donc comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions complexes étant donné cette situation? C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, en revenant du Québec, j'interviens en tant qu'entrepreneur salarié au sein d'une coopérative d'activité qui s'appelle Amétis, qui est basée à Annecy. Donc c'est peut-être là aussi un peu notre point commun. On pratique la décision collective, la décision par consentement, j'aurai l'occasion d'en parler. Et en 2018, j'ai publié un livre aux éditions Erol qui s'appelle « Donner du sens à vos décisions ». Alors, ce n'est pas juste voilà la couverture du bouquin, et dans lequel je combine un peu différentes approches de la décision, comment prendre des décisions qui ont du sens, en intégrant justement toute cette complexité. Voilà. Ok, merci Sylvie. Et puis donc à Marius Chevalier, je te laisse te présenter. Bonjour, merci. Je suis content de participer à cette émission que j'écoute régulièrement. Je ne l'ai jamais écoutée en direct, mais à chaque fois j'écoute les retransmissions qu'on peut voir sur le site. Donc moi je suis enseignant-chercheur. La partie enseignement, je la fais dans un DUT carrière sociale animation socioculturelle à Guéret, en Limousin, en Creuse. Et du coup, ces questions de participation, elles rejoignent tout le volet éducation populaire qu'on voit en animation socioculturelle, avec tous les outils d'animation qu'on peut aborder avec ces étudiants-là. Au niveau de la recherche, je me suis spécialisé un peu sur la même chose, c'est-à-dire comment fonctionnent les collectifs. Donc, je l'ai fait beaucoup dans le champ agricole, que ce soit dans des coopératives en pommes, par exemple, en Limousin, ou alors du coup, dans les coopératives en circuit court dont je vais parler aujourd'hui. Et sinon, je travaille aussi sur des réseaux d'éducation populaire, des monnaies locales. Et puis, ces questions de fonctionnement collectif, je les aborde aussi par ma pratique, puisque je suis membre de plusieurs coopératives et associations, que ce soit dans un espace de vie sociale, une coopérative ferroviaire ou des coopératives de finances. Et donc, j'essaie de temps en temps d'arriver à croiser ce que j'observe chez les autres grâce à mon métier de chercheur et ce que moi j'arrive plus ou moins à pratiquer dans mon quotidien de membre de collectif. Ok, merci pour la présentation. Alors du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'agriculteurs qui sont impliqués dans les magasins de producteurs qui témoignent. Et je pense que le travail qu'a fait Marius, c'est derrière une vingtaine de collectifs que tu as pu enquêter. Et donc, voilà,
donner de la place pour voir un peu qu'est-ce qui marque pour nous. Alors, ce que je vous propose, c'est on a préparé quelques diapos qui peuvent nous servir aussi qui peuvent servir au support. On n'oublie pas que certains auditeurs peut-être écoutent depuis leur portable, ils n'ont pas la vision. Donc, voilà. Je vais mettre juste la vision. Je partage. On va aller sur la première. Je vais mettre en écran. Voilà, ça, on commençait bien par une phrase. C'est Sylvie qui nous a proposé cette phrase-là. Ouais. Pourquoi tu nous as proposé cette phrase? Alors, parce que c'est intéressant, en fait, des décisions, on en prend tous les jours, plusieurs centaines de décisions par jour. Et quand elles n'impliquent que nous-mêmes, c'est, on va dire, relativement facile. C'est-à-dire qu'on peut avoir des combats intérieurs, mais c'est facile. Par contre, prendre des décisions à plusieurs, en s'appuyant sur l'intelligence collective, c'est une autre paire de manches, si on peut dire ça comme ça. Et dans les décisions collectives, on pourrait imaginer des prises de décision à l'unanimité ou des décisions par un vote, donc à la majorité, ou bien des prises de décision un peu avec un consentement silencieux. Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions qui vraiment tirent le meilleur parti de cette intelligence collective? Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette définition de Pierre Lévy, un philosophe. 97, c'était au tout début d'Internet, et je trouve que c'est intéressant de voir que aujourd'hui, par les processus que l'on va présenter là, et développer avec Marius, on peut tendre vers cette utilisation optimale de l'intelligence collective. Donc, une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, et coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Il y a du bruit là, j'entends sur la lumière. Oui, alors s'il y en a, c'est là qui ont leur micro ouvert, encore ouvert. Merci de fermer. Bloquer tous les micros, toi, en tant que. Là, je pense que c'est deux micros que j'entends. Mais voilà, donc cette notion d'intelligence collective, c'est comment tirer le meilleur parti pour prendre des décisions pour le bien du collectif et de façon collective et non pas de façon autoritaire ou unilatérale. Okay. Alors, peut-être. Oui. Oui, vas-y, Sylvie, tu voulais aller sur celle-là? Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant dans prendre une décision, c'est un acte de pouvoir d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour décider, il faut avoir la légitimité ou l'autorité. Quand je dis pouvoir, pour moi, le pouvoir n'est pas que le pouvoir sûr. Hein. On entend souvent, notamment en français, le pouvoir comme quelque chose de négatif. Mais le pouvoir, notamment en anglais, quand on dit power, c'est aussi le pouvoir qui nous fait bouger le collectif. Donc, on pourrait dire le pouvoir avec. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait une utilisation du pouvoir avec les autres dans le collectif pour prendre des décisions? Je voulais vous présenter un peu cette évolution des organisations qui vient de Frédéric Laloux, qui a fait une étude en 2016. Hein. Il a analysé plusieurs fonctionnements d'organisation. Et selon lui, il a identifié 5 catégories d'organisation selon la façon dont justement était décliné ce pouvoir au sein du collectif. Donc il dit au début, on a les organisations rouges qui sont plutôt comme un peu des gangs ou des tribus, où il donne quelques exemples, par exemple les gangs de rue, la mafia, des tribus qui font que l'autorité, c'est celle du chef, il n'y a qu'un chef, des petits clans, et que l'objectif, c'est de protéger la tribu. Petit à petit, il dit, ce type d'organisation qui existe encore aujourd'hui, qui sont les tribus d'avant, mais qui existent encore aujourd'hui, elles peuvent évoluer vers des organisations qu'il a appelées conformistes, donc de couleur ambre ou jaune, qui sont des organisations très structurées, du type, par exemple, les grandes universités anglaises, l'armée, l'Église catholique, donc des organisations très hiérarchiques où là encore le pouvoir est à la tête de l'organisation et les rôles sont très très définis et chaque personne, chaque fonction a son rôle et son pouvoir et on va dire son précaré. Donc ça c'est un type d'organisation.
Ensuite, dit-il, les organisations évoluent vers des organisations plus, qu'il a appelées orange, qui sont basées sur, là vous voyez inscrit sur le slide, réussite, en fait sur la recherche d'une efficacité, d'une productivité. C'est principalement le mode d'organisation de toute la plupart des entreprises actuellement, avec une définition des processus internes, une répartition des responsabilités et une recherche d'efficacité optimale dans chacun de ces processus. Donc, c'est un peu l'image de l'engrenage, c'est bien, c'est un bon symbole pour ça. On peut dire aussi, c'est comme si on voit l'organisation, le collectif, comme une machine et qui fonctionne bien quand elle est bien huilée. Tout ça, c'est une façon de voir, hein, c'est un narratif sur le collectif. Et puis Frédéric Laloux dit, maintenant on voit aussi des organisations qui émergent, qu'il a appelées les organisations plutôt vertes, qui, elles, sont plus sensibles aux parties prenantes, à l'écosystème dans lequel elles sont implantées, et qui recherchent la performance, mais pas nécessairement juste l'efficacité ou la productivité, qui recherchent à satisfaire les besoins des parties prenantes. Là, on se trouve dans un collectif plus élargi, qui dépasse les frontières de l'organisation, de l'entreprise. Donc ça, ce sont les organisations vertes qui mettent l'accent sur la concertation, sur la culture et les valeurs. Et puis enfin, dit-il, il y a d'autres entreprises qu'il a appelées des entreprises opales, qui sont vraiment dont la raison d'être est non pas la performance ou l'efficacité ou bien une sorte d'arbitrage entre la rentabilité et la satisfaction des parties prenantes, mais, dit-il, dans ces organisations opales, on recherche vraiment le bien collectif, quoi. On recherche un bénéfice qui soit plus un bénéfice social et environnemental, en même temps et presque avant, ou en tout cas en même temps qu'un bénéfice économique. Et donc, à chacune de ces types d'organisations, eh bien, le pouvoir décisionnel va être réparti différemment. Je ne sais pas si c'était assez clair comme... Oui, je pense que pour tous les auditeurs, après tous les documents là qu'on montre, on les mettra en ligne, vous pourrez les récupérer, bien sûr, puisque là, ça nous donne une vue d'ensemble, mais pour entrer dans le détail, chacun pourra y revenir à loisir. Alors, c'est vrai que dans les magasins de producteurs, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est plutôt vers du vert, il y a un petit peu du orange aussi. Mais j'avais une question, est-ce que parfois une même organisation peut passer d'une forme à l'autre? Alors, les organisations peuvent évoluer, bien sûr, et c'est vrai que même dans une entreprise, par exemple, je disais, la plupart des entreprises sont à l'étape ou au stade orange. Certains, comme là, par exemple, tu parlais de Ben & Jerry's, ou on pourrait parler de l'entreprise Patagonia, peut-être pour ceux qui la connaissent, hein, qui fabrique des vêtements, des équipements sportifs. Frédéric Laloux la situe plutôt dans les entreprises opales. Alors, c'est tout à fait possible que dans une entreprise bien structurée, une corporation internationale, il y ait quelques poches qui fonctionnent plus en mode coopération, avec un manager plus ouvert, voilà. Et puis, à l'inverse, d'autres départements qui fonctionnent un peu comme la tribu, avec un chef très, très autoritaire. Oui, tout peut coexister. J'ai envie de dire, tout ça, ça dépend beaucoup, comme à chaque fois d'ailleurs, de la posture du dirigeant, en fait. Quelle est l'intention et quel est le niveau presque on pourrait même dire le niveau de conscience du dirigeant. Et ça va avoir un impact, une influence sur la maturité de l'organisation et sur son ouverture à partager le pouvoir décisionnel. Ok, on y reviendra sur ce partage du pouvoir. Tu nous proposais aussi une diapo. Voilà. Alors, on va toujours essayer de faire le parallèle entre ce que tu as pu voir dans des entreprises qui parfois sont très grosses et puis des petites organisations comme peuvent l'être les magasins. Alors, oui. Donc, c'est intéressant parce que tu parlais des coopératives, Thierry. Alors, on pourrait dire les coopératives, c'est quand même très coopératif, justement. On va voir ce que Marius va nous dire, mais les coopératives, c'est très collectif, etc. Moi, j'ai vu des coopératives où, en fait, c'était les plus gros producteurs qui décidaient, point barre. Donc, on peut avoir, de façon très contre-intuitive, d'une certaine façon, une coopérative où le pouvoir décisionnel n'est pas du tout réparti. Donc, ça n'est pas, ou même des associations à but non lucratif dont la vocation est très, très humaniste,
où à l'intérieur même de l'association, le dirigeant se conduit comme quelqu'un de très, comment on pourrait dire ça, très autoritaire et concentre le pouvoir. Il peut y avoir beaucoup de souffrance, y compris dans des associations humanitaires. Qui était dans l'organisation rouge. Oui, voilà. Donc, et à contrario, il peut y avoir des organisations internationales, etc., des grosses entreprises dans lesquelles les gens fonctionnent bien aussi. Et l'inverse est tout à fait vrai. Hein. Donc, pourquoi est-ce que j'amène ça? C'est qu'en fait, tout est une question de répartition du pouvoir ou de décisionnel, c'est-à-dire de gouvernance. Et si on regarde un peu comment sont organisées les entreprises, vous avez sur cette image l'organisation officielle d'une entreprise avec l'organigramme, le qui fait quoi, qui est basé un peu sur une hiérarchie, sur peut-être des silos et des départements et des couloirs de décision. Ça, c'est l'organisation officielle. Dans la réalité, finalement, il y a ce joyeux comment dire, foutoir, si on peut dire ça comme ça, mais en réalité où on est beaucoup plus organique, puisque nous sommes des êtres humains, donc on a des prises de décision qui sont parfois plus le jeu d'influence dans les relations interpersonnelles ou de la débrouillardise, et qui peut amener parfois à des sortes de conflits d'intérêts entre l'intérêt personnel de quelqu'un et l'intérêt du collectif. Finalement, quand on est dans le collectif, dans l'idéal, et c'est l'organisation requise qui est là sur la droite, eh bien, dans l'idéal, les décisions sont prises au service du collectif et non pas au service de quelques-uns. Et c'est là toute la difficulté. Comment fait-on pour prendre une décision au service du collectif qui soit réellement au service du collectif et non pas prise par simplement quelques personnes et leur idée du collectif. Voilà. D'accord. Donc du coup, ça fait une transition peut-être avec ce que voulait nous présenter Marius, puisque déjà on s'aperçoit que peut-être qu'il y a une intention de départ et puis au fil de l'eau, il y a peut-être des choses qui se modifient dans la prise de décision, dans le pouvoir. Tout à fait. Alors Marius, du coup, je te laisse la parole pour présenter ton travail et puis rentrer dans le fond. Tu as vu sur la forme, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Donc effectivement, comme tu l'as dit rapidement tout à l'heure, pour ce travail, on s'est appuyé sur un partenariat avec les organisations professionnelles agricoles, donc notamment le réseau Impact en Limousin, et on est allé rencontrer une bonne quinzaine de structures. Au début, ce n'était pas forcément des collectifs qu'on voulait aller voir, ou en tout cas des collectifs démocratiques, mais il s'est avéré que dans la quinzaine de structures, la grande majorité, en fait, sur les 17, il y en a 15 qui avaient vraiment un discours en faveur de la démocratie. Et ça correspond du coup à ce que disait Sylvie tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que depuis ces dernières années, on a de plus en plus de structures dans tous les secteurs et tous les types d'entreprises qui cherchent à avoir un fonctionnement aussi horizontal et démocratique que possible. Alors pour rebondir avec ce que tu disais, Sylvie, sur le fait que quand on est une coopérative, on n'est pas forcément plus démocratique. Effectivement, ce qu'il y a dans les associations et dans les coopératives, ce qui est statutaire, c'est on ne confie pas a priori le pouvoir à celui qui a le plus de chiffre d'affaires ou à celui qui a amené le plus de capital, etc. Par contre, par le processus d'élection après, il peut s'avérer que c'est effectivement les personnes qui ont le plus gros chiffre d'affaires qui se retrouvent être en position de pouvoir. Mais ce qu'on a observé, donc le statut ne suffit pas. Par contre, quand on veut avoir un fonctionnement démocratique, l'outil coopératif ou associatif est quand même un très bon outil et qui limite le risque de dépendre du bon vouloir du dirigeant, qui pourrait vouloir faire quelque chose de démocratique et puis après reconcentrer le pouvoir. Donc ça, c'est une sorte de verrou, d'appui statutaire pour conforter notre démarche démocratique. Donc, vous voyez que dans l'enquête à laquelle j'ai participé avec Julien Dellier et puis plusieurs organisations agricoles locales. Donc, on est allé rencontrer des associations de producteurs, des magasins tenus par des consommateurs ou des producteurs, des outils de transformation, des paniers, etc. Donc, c'est assez varié. Et vous pourrez retrouver tout ça sur le site proximité-obs.fr où on a mis en place une exposition. Donc, je te laisse passer la diapositive suivante, Thierry.
Merci. Donc là, c'est un extrait d'un des kakémonos, d'un des 20 kakémonos qu'on a mis en ligne. Et donc, on s'est rendu compte en faisant ces panneaux d'exposition qu'il y avait eu quand même beaucoup d'informations qu'on avait collectées qui avaient à faire avec la question de la démocratie, de comment fonctionne le groupe. Donc là, j'ai pris un extrait des paniers paysans de Haute-Corrèze, où on voit qu'ils ont démarré avec un fonctionnement collégial. Ils avaient une forte volonté d'avoir un fonctionnement aussi horizontal possible qu'au début. Et puis progressivement, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas toujours à tenir la dynamique participative dans la durée. Donc, ils sont repassés à un fonctionnement plus vertical, plus concentré avec un système de bureaux et des avantages pour les producteurs et productrices impliqués, avant de réélargir et de faire un conseil d'administration qui soit plus ouvert en intégrant plus de consommateurs et consommatrices. Voilà, donc on voit, comme disait, pour répondre à ta question aussi Thierry, que dans une même organisation, on peut passer du vert au jaune, puis après repasser au vert, enfin, ça bouge effectivement régulièrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des extraits d'entretien, puisqu'on a, la recherche a fonctionné par entretien, pas forcément par questionnaire. Donc, on a rencontré une soixantaine de personnes et qui nous racontaient comment ça se passait dans leur structure. Donc, par exemple, on a une personne qui disait qu'elle voulait une autre conception de l'agriculture, pas une où la vérité vient d'en haut. Donc là, effectivement, on a eu beaucoup de personnes interrogées qui sont des déçues des grandes coopératives où on peut réussir à remettre en place un système démocratique, mais tendanciellement, la direction générale prend plus de pouvoir. Autre citation, personne ne veut un patron. Ils sont dans ce métier pour ne pas avoir de chef. On a un président, mais il ne prend pas les décisions. Il ne fait qu'animer. Ou encore, on a bien l'habitude maintenant de travailler ensemble, mais on voit que les autres ne sont pas forcément dans le même esprit et tout le monde se sent dans le groupe. Donc, on voit que ce sont des questions qui traversent les collectifs étudiés. Et encore une fois, ce n'était pas notre angle d'attaque. On n'a pas choisi à étudier spécialement des collectifs qui ont une intention démocratique, mais en les rencontrant, eh ben, ce sont principalement ces collectifs qu'on a rencontrés. Passez cette diapo. Alors, concrètement, comment ça se manifeste? Parce qu'effectivement, il y a le statut dont on a déjà parlé, mais le statut, comme le disait Sylvie, ça peut aider, mais c'est tout à fait insuffisant. Donc, ce qu'on a observé dans les collectifs étudiés, c'est que déjà, il y a un discours qui est vivant. C'est-à-dire dès qu'on leur parle très rapidement, même si on n'aborde pas la question, on dit nous, on avait envie de se rencontrer, créer du lien social, d'être à plusieurs, et on ne voulait pas qu'il y ait juste un chef qui décide. Donc, la plupart des organisations avaient des chartes ou communiquaient assez rapidement autour de ça. Mais je ne reviens pas là-dessus parce qu'on n'apprend pas forcément plus que ce que j'ai déjà dit là sur des extraits de citations. Ce que je vais développer un petit peu plus, ce sont les organes de décision, les formations et la question de la transparence. Donc, au niveau des statuts, dans les collectifs qu'on a rencontrés en Limousin, on avait 7 associations, dont 3 qui avaient décidé de fonctionner en collégial, c'est-à-dire qui refusaient délibérément d'avoir un président, une présidente, enfin les fonctions dont on pense souvent qu'elles sont obligatoires pour déposer les statuts en préfecture ne le sont pas. Et donc, il y a des petits guides qui sont très bien faits pour convaincre, si jamais on tombait sur quelqu'un à la préfecture qui vous réclamait un président, pour dire non, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il y avait 4 coopératives. Et pour les autres structures, c'était des SARL ou des sociétés anonymes simplifiées, mais qui avaient décidé d'associer plusieurs producteurs à part égale. Donc, elles revenaient un peu sur une dynamique participative d'horizontalité, comme on le voyait. Donc, encore une fois, les statuts ne suffisent pas. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que, en plus de mettre en place ces statuts, il y a un souci de les faire traduire dans l'organisation quotidienne par 2 grandes démarches. La première, c'est beaucoup de ces structures ont décidé de faire plusieurs assemblées générales annuelles. Parfois, ils n'appellent pas forcément assemblée générale, mais en tout cas des réunions où tous les membres sont invités et sont libres de prendre la parole.
Et quand on n'a pas ça, on a également des conseils d'administration qui sont très régulièrement élargis. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'il y ait des administrateurs et administratrices, mais on se dit, quand on organise un conseil d'administration, que finalement, les personnes qui sont disponibles à ce moment-là peuvent venir. Donc, l'idée d'éclater un peu les frontières, les périmètres qui ont été préalablement définis. Point suivant donc, sur les formations. En fait, plus généralement, la question des outils d'animation. On a vu qu'ils sont assez souvent cités. Donc, il y en a qui vont parler de communication non violente, de sociocratie, d'écoute active, soit parce que toute l'équipe aura décidé de se former ensemble à ces outils-là d'animation, en considérant que on n'est pas habitué à fonctionner vraiment de manière collective. Donc, si on laisse faire les choses, un peu comme dans un libéralisme qui aboutirait sur des inégalités, voilà, la loi de la jungle, eh bien, on va vite avoir des dominants et des dominés. Donc, si on n'a pas des outils, on a du mal à équilibrer les relations. Donc, soit par des formations collectives, soit parce qu'il y en a quelques-uns dans le groupe qui ont ces compétences-là et qui les partagent. Et quatrième démarche, un souci très, très vif de transparence et de communication et qui est notamment adressé aux personnes qui sont absentes ou absentes aux réunions. Et donc, on voyait souvent qu'il y avait l'idée de ne pas prendre trop de décisions trop rapidement parce qu'il faudrait encore faire valider par celles et ceux qui ne sont pas là, ou alors de bien penser à faire des comptes rendus qui soient assez clairs pour les mettre à disposition, toujours avec cette idée qu'on ne crée pas de l'opacité à l'intérieur de nos groupes, mais qu'on pense toujours à ce que ces groupes-là soient poreux et qu'on puisse facilement les rejoindre. Donc là, c'est ce que j'ai appelé des intentions démocratiques, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin que simplement un discours ou simplement un statut. On voit qu'au quotidien, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc, on ne peut pas mettre en doute la sincérité. On peut toujours avoir des gens qui manipulent en disant « Tiens, on va faire de la fausse participation, et puis en fait, c'est pour mieux avoir le pouvoir moi-même, bien sûr. » Mais quand même, là, dans ces collectifs-là, on voyait qu'il y avait un vrai outillage et qui prend du temps. Donc, ce n'est pas anodin. Le problème, c'est que ces intentions se heurtent à une histoire qui a cassé la culture collective depuis 300 ans. Donc là, je vais être très bref, mais ça me paraît important d'avoir ce recul-là quand même. Au XVe et XVIIe siècle, avec l'industrialisation, dans la culture sucrière, le charbon, la laine, on a vraiment mis en place des clôtures partout et qui a mis de côté tout le fonctionnement communautaire, la gestion collective des espaces agricoles et forestiers qu'on pouvait avoir. Ça a vraiment donné lieu à des guerres, concrètement, c'est-à-dire que les seigneurs qui, pour avoir le droit de mettre en place pour maintenir leur clôture, rasaient les villages pour éviter que les gens reviennent. Les habitants qui, du coup, venaient contre-attaquer avec du braconnage, etc. Donc, des guerres, ensuite des lois, avec en France, il y a eu dans les années 1800 la mise en place de possibilités de pénaliser au tribunal correctionnel quand on faisait des regroupements, et puis des batailles idéologiques au XIXe siècle aussi entre le courant Darwin, Spencer, qui voulait mettre en place, qui pensait que la nature fonctionnait de manière concurrentielle et donc il fallait s'inspirer de la nature, par opposition à d'autres comme Kropotkin qui disaient que la nature fonctionnait sur la base de l'entraide et que donc il fallait s'inspirer de la nature pour fonctionner de manière coopérative. Sauf que c'est le courant darwiniste qui a gagné et qu'aujourd'hui, objectivement, on a vraiment réussi à casser la culture collective qu'on pouvait avoir il y a 2 siècles, 3 siècles ou 4 siècles ou dans d'autres pays. D'où des besoins d'accompagnement. Donc, ça fait partie du métier de Sylvie, de Thierry, puis des agents de développement que vous êtes. Même si, bien sûr, on a également des collectifs sans accompagnement qui parviennent à se débrouiller aussi. Eh bien, merci pour ce rappel historique. Ouais, c'est vrai qu'on apprend des choses. Alors, je fais la transition, je redonne peut-être la parole à Sylvie. Si j'arrive à avancer mon diaporama. Oui, Voilà. effectivement. Oui, c'est exactement ce que disait Marius. Finalement, comment est-ce qu'on passe de l'intention à la pratique, sachant c'est cet historique en fait collectif qui fait qu'il y a eu une. J'aime bien ce que tu amènes, Marius, entre voir la nature comme un lieu de compétition ou la voir comme un lieu de coopération et de symbiose. Et donc,
finalement, comme en psychologie, on sait bien, ce qu'on projette sur les autres, c'est ce que l'on est ou ce que l'on devient, enfin, ce que l'on est et puis ce que l'on demeure. Mais donc, effectivement, finalement, comment passer de l'intention, c'est-à-dire d'une intention d'un collectif qui avance vers un but commun, avec des décisions qui ont du sens, qui en même temps permettent l'autonomie et une forme d'harmonie ou en tout cas de cohérence d'ensemble, qui permettent à la fois cette autonomie et cette imputabilité. En anglais, on dit accountability, mais l'imputabilité, c'est vraiment de quoi je suis redevable, on pourrait dire aussi, imputable ou redevable. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que responsable. L'imputabilité, ça a une notion de responsabilité, mais c'est beaucoup plus spécifique. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que, de par ma fonction, je dois faire et de quoi est-ce que je dois rendre compte aux autres. Hein, le collectif ne peut fonctionner que s'il y a cette balance entre l'autonomie et la responsabilité. L'autonomie et la liberté tout seul, sans la partie de responsabilité, ça ne donne pas grand-chose. Et la responsabilité sans une dimension d'autonomie et de créativité, ben, c'est pas très vivant non plus. Comment aussi concilier cette intention de distribution du pouvoir, de mobilisation des équipes, d'anticipation, d'innovation, etc., et de confiance dans le collectif. Comment rendre ça réel? Avec quel mode de fonctionnement? À partir de quel point d'appui? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'il existe des processus, et ça, c'est les 2 bouquins que tu peux afficher, en fait, Thierry. Marius a parlé de la sociocratie, qui est effectivement une approche dont s'est inspirée l'holacratie. La sociocratie, c'est plutôt dans les années 90, et l'holacratie, fin des années 90, début 2000, qui a pu proposer un peu, si vous voulez, si je faisais un parallèle, ce serait comme le système d'exploitation d'un ordinateur. C'est-à-dire que par défaut, nos organisations sont basées sur la pyramide, avec le chef ou tout à l'heure Marius parlait comment on appelle ça, celui qui avait les terres en France et qui décidait tout. Voilà. Donc par défaut, enfin, pas par défaut, mais par habitude plus exactement. On a pris cette habitude dans les derniers siècles d'avoir des organisations pyramidales avec un chef à la tête qui décide. Et là, c'est comment est-ce qu'on change cette compréhension du fonctionnement des organisations pour avoir un fonctionnement plus horizontal avec un pouvoir décisionnel à la fois réparti et en même temps des décisions cohérentes pour le collectif. Et donc là, je vous propose c'est la slide suivante, Thierry, quelques principes et des facteurs de succès que j'ai pu voir fonctionner à l'œuvre, à la fois dans des associations, dans des TPE, des très petites entreprises d'une dizaine de personnes, et aussi dans des grandes entreprises au sein de directions, de départements ou d'équipes projets. Donc, je ne vous en parlerai pas si c'était juste de la théorie, mais vraiment d'avoir accompagné des équipes qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment beau à voir. Et les gens se sentent bien dans ce fonctionnement. Alors, le premier principe, c'est d'avoir une raison d'être et un sens partagé. La raison d'être, c'est pas simplement ce que l'on fait. Alors, attendez, mon chat qui veut passer devant l'écran, laissez passer. La raison d'être, c'est pas seulement ce qu'on fait. Par exemple, ah ben non, on vend des produits agricoles à base de lait. Bon, ça, c'est ce que vous faites. Mais la raison d'être, c'est le sens qu'a ce regroupement. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que les membres de cette coopérative mettent leur énergie dans ce collectif? Quel est le sens? Quelle est la contribution pour ses membres et pour son écosystème de ce collectif? Ensuite, il y a une dimension, on va dire, intangible. Avant de parler de structure et d'architecture, il y a vraiment une dimension culturelle où l'écoute, on a parlé tout à l'heure de communication non violente. Tout à l'heure, Marius disait que certains collectifs se sont formés à ça. Effectivement, la culture de l'écoute, de l'authenticité, de la bienveillance. Mais encore une fois, ça, ce ne sont pas que des mots. On peut tous être d'accord là-dessus, personne n'est contre la vertu. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on l'incarne au niveau individuel et collectif. Et des approches comme la communication non violente peuvent aider à créer cette référence culturelle commune où on pourra dire quel est ton besoin, et on va tout de suite savoir de quoi on veut parler quand on parle de besoin. Les processus de décision et d'échange seront plus facilement
acceptée et comment dire, maintenue dans la durée plutôt que, j'ai envie de dire, plutôt que des enjeux de pouvoir ou d'ego individuel. Donc, une culture organisationnelle qui favorise le dialogue authentique et la bienveillance. Bon, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Le troisième point est aussi très, très important, c'est-à-dire de définir quels sont les rôles, les périmètres et, comme je disais tout à l'heure, les redevabilités ou l'imputabilité de chacun. Il peut y avoir beaucoup de violence quand ça n'est pas clair. Quand les rôles ne sont pas clairs, quand les périmètres ne sont pas clairs, quand les délégations de décision ne sont pas claires. Pourquoi ? Parce que ça laisse la place à l'arbitraire et finalement, encore une fois, à la décision ou au pouvoir de celui qui a le plus de, soit la plus grande voix, soit la plus grande gueule, soit le plus grand chiffre d'affaires, soit qui est le plus extraverti, enfin voilà. Donc la clarté des rôles, cette structure, contribue à créer une ambiance un sentiment de sécurité émotionnelle. Hein, c'est un des principes clés, c'est un des facteurs clés de succès du collectif, où les gens on sait à quoi s'en tenir, quoi. Quand les rôles sont clairs, on sait à quoi s'en tenir. Et à partir de là, on peut travailler. Ça crée la confiance. Le quatrième principe, c'est d'avoir un alignement collectif, bien sûr, sur le but commun et sur le sens, et aussi sur les priorités. Parce que, on va dire, en parallèle de ce qui donne du sens au collectif, eh bien, c'est possible que dans les 6 prochains mois ou dans la prochaine année, le collectif décide de s'orienter en priorité sur, ça peut être sur un processus technologique, ça peut être sur une ligne de conduite, ça peut être sur une stratégie soit une stratégie de communication ou une stratégie de gestion des coûts, quelle qu'elle soit en fait. Mais le fait que ces priorités soient claires contribue aussi à donner une cohérence d'ensemble aux décisions décentralisées qui vont être prises. Voilà. Et le 5e point est important également, et ce n'est pas le moindre, c'est justement par rapport à la prise de décision et à la façon dont sont traitées ce qu'on appelle en holacratie des tensions. Alors, une tension en holacratie, ce n'est pas forcément un conflit. Une tension, c'est, faut l'entendre au sens plus anglophone du terme, hein, tension, c'est quelque chose qui est comme un écart entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on pourrait faire si on fonctionnait à notre optimum. On pourrait dire c'est un écart. Donc, et dans l'holacratie, on voit le collectif comme étant composé d'individus qui vont dans le même sens et qui chacun ressent, perçoit ce qu'il en est du collectif. Et donc, ce qui est remonté dans ces organisations, on va dire horizontales, donc les commentaires, les écarts, les tensions qui sont remontées sont vues comme des informations que le collectif va processer, va traiter pour tendre vers l'amélioration. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, Thierry. Moi, je sais à quoi ça fait référence, mais j'aimerais que ce soit... Si, je pense que ça peut parler aussi dans les magasins de producteurs. Voilà. Avec les équipes de salariés aussi. Voilà. Pour faire un parallèle, dans les entreprises, souvent on dit, quand on amène une idée nouvelle, dans certaines organisations bien pyramidales, celui qui amène une idée en disant ah, « mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, on pourrait faire comme ça », il est vu comme en fait l'empêcheur de tourner en rond. Et parfois, on peut avoir tendance à tirer sur le messager, alors qu'en fait, c'est lui qui amène la bonne idée, en fait, qui va nous rendre meilleurs. Juste un petit exemple, je ne sais pas si vous savez, mais le brevet des images électroniques, le brevet des images électroniques a été déposé par un ancien employé de Kodak. Kodak, avant, c'était le leader des papiers de photos, vous savez, des papiers de développement de photos. Quand il a parlé de son idée dans son entreprise, on lui a dit, mais non, nous, on n'est pas du tout sur l'idée de l'image électronique. Nous, notre savoir-faire, c'est l'image papier. Donc, toi, avec ton image électronique, tu es un peu à côté de la plaque. En fait, en termes de développement, c'est plutôt lui qui avait raison. Donc, voilà, l'intelligence collective, c'est ça. C'est le trublion qui va dire, ah oui, mais au fait, les gars, si on faisait autrement. Ben, lui, il a quelque chose à apporter au collectif. Et si le collectif ne prend pas en compte sa voix, eh bien, peut-être qu'il se prive de quelque chose qui va l'amener plus loin. Voilà.
Et puis donc, on en parlera tout à l'heure du processus de décision. Dernier facteur du succès du collectif, c'est une approche agile qui est un peu l'approche des petits pas, hein, de la prochaine étape, plutôt que de vouloir la perfection tout de suite avant de faire quelque chose. D'abord d'essayer quelque chose, une approche agile de prototypage, d'innovation frugale, hein, de pouvoir avancer comme ça, de maintenir le mouvement, plutôt que de dire on sortira quand on sera parfait. Parce que là, le temps qu'on soit parfait, le monde aura changé et peut-être que notre idée ne sera plus bonne du tout. Voilà. Ok, merci pour tous ces facteurs clés de succès là. Moi, j'en connais pas mal qui sont déjà bien activés dans les magasins de producteurs. Mm-hmm. Alors, on va peut-être redonner la parole à Marius pour finalement l'enquête que tu as faite aussi, des inégalités que tu as observées. Faut que tu remettes ton micro, Marius. Voilà. On a voulu creuser cette question de si on laisse faire le groupe, c'est-à-dire qu'on a des intentions démocratiques, mais on ne met pas forcément en place tous les outils qu'on a vus tout à l'heure et que Sylvie a présenté de manière différente. Qu'est-ce qui arrive en termes de concentration du pouvoir ? Et donc, c'est la question des inégalités, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu, dans une société qui est structurée par des inégalités. Et il n'y a pas un côté miraculeux des outils d'animation ou des démarches d'accompagnement qui font que dès qu'on les met en place, toutes les inégalités avec lesquelles on est arrivé vont disparaître. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, moi, en termes de recherche participative dans des collectifs en Limousin. Alors là, je pense à un collectif politique avant de parler des collectifs agricoles. C'était interroger individuellement toutes les personnes, puis leur demander, à votre avis, quelles sont les caractéristiques qui font que quand je vais parler, je vais plus être dans ce collectif-là, je vais être plutôt écouté ou plutôt pas écouté. Alors ça, ce sont des caractéristiques qui varient beaucoup d'un collectif à l'autre. Par exemple, dans certains collectifs, je pense aux questions géographiques, le fait d'arriver de Paris ou de l'étranger, ça va être vécu comme quelque chose qui, ouais, c'est génial, et du coup, on va spontanément plus faire attention à cette personne qui dit, ah ouais, elle a vécu des choses différentes que nous, on ne connaît pas forcément ici. À l'inverse, dans d'autres collectifs, ce qui va être valorisé, c'est le fait d'être en Limousin depuis toujours. Donc, l'idée, c'est de participer à cette prise de conscience des inégalités qui structurent les collectifs, sachant que, encore une fois, ces inégalités ne seront pas les mêmes d'un collectif à l'autre. Dans certains collectifs, le fait d'être diplômé, ça va être génial. Dans d'autres collectifs, ça va vous mettre sur le côté en disant c'est quelqu'un qui connaît que les livres et qui connaît, par exemple. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, sur la quinzaine de collectifs rencontrés en Limousin, c'est regarder quels sont justement ces facteurs qui font que spontanément, quand je vais prendre la parole, on va plus m'écouter ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces collectifs-là, les inégalités que je vais lister ne sont pas forcément cumulatives. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas la même personne qui avait le gros chiffre d'affaires, qui avait les compétences ou qui avait l'ancienneté. Ce qui fait qu'au final, en fait, on pourrait dire qu'il y avait plein de leaders plutôt qu'un leader qui va recenser tous ces facteurs de légitimité. Mais d'une certaine manière, il y a une part qui est liée au hasard et on aurait très bien pu imaginer que quelqu'un soit le même qui ait l'ancienneté, le chiffre d'affaires, les compétences et l'aisance sociale et qui du coup cumule toutes ces inégalités. Donc, ce qui est intéressant à faire dans un groupe, c'est de faire cette liste et après de se demander, bon, alors chez nous, comment ça marche ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune de ces caractéristiques ? Donc, il va falloir faire gaffe en se demandant comment on va pouvoir les aider à quand même prendre la parole, même si a priori, on a l'impression qu'on risque de ne pas les écouter quand elles vont l'ouvrir. Et à l'inverse, certaines personnes, malgré elles, c'est-à-dire même si elles n'ont pas forcément envie d'être chef, les regards qu'on leur porte dessus vont tout de suite les placer dans une position de chef parce qu'elles ont un gros chiffre d'affaires ou parce qu'elles ont de l'ancienneté. Donc, ce qu'on a vu, nous, dans les collectifs en Limousin, c'est 3 grands types de pouvoir. Donc, c'est-à-dire
sous prétexte que j'ai un gros chiffre d'affaires, ben, spontanément, quand je vais prendre la parole, on va se dire, bon, lui ou elle, si on ne l'écoute pas bien, peut-être qu'elle ne va pas forcément vouloir rester. Donc, on va peut-être plus faire attention. La question, donc là, c'est plutôt une approche quantitative des produits. Il y a également des approches qualitatives, c'est-à-dire le fait d'avoir un produit qui a une bonne réputation. On sait que c'est un produit qui est connu, genre il y a eu de la pub quelque part. Bon. Et donc, les gens vont venir au magasin parce qu'il y a ce produit et en même temps, ils vont prendre les autres. Ou alors, en Limousin, on sait qu'on est une région un peu moins maraîchère que d'autres, donc apporter des légumes, si on part, potentiellement, on va peut-être avoir du mal à retrouver des produits maraîchers frais de qualité, etc. Pareil pour le travail, je le disais tout à l'heure, des personnes dans un collectif qui sont très disponibles, qui viennent souvent au magasin parce que, je sais pas, elles ont du temps par rapport à leur exploitation ou autre. Et donc, spontanément, elles vont faire des réagencements dans la tenue du magasin, dans le contact avec la clientèle qui vont faire qu'elles vont prendre du pouvoir. Et que quand on va vouloir demander comment ça se passe au magasin, on va plus s'adresser à elles, on va plus écouter leurs paroles. Pareil, les compétences, donc ça peut être la comptabilité ou la mise en rayon, la communication, etc. Et enfin, les caractéristiques sociales. Donc, le fait d'avoir beaucoup de réseaux, de réseaux professionnels qui fait qu'on peut arriver à faire une bonne communication. Le fait d'avoir de l'ancienneté dans la région. C'est plutôt l'ancienneté dans la région qu'on a observé, nous, dans le groupe, plutôt que l'ancienneté dans le magasin, parce que dans les circuits courts, on a souvent des personnes qui ont une appétence, qui ont envie d'avoir du lien social, donc elles ont en général pas trop peur d'arriver à prendre la parole quand elles arrivent. Donc c'est plutôt l'ancienneté en Limousin qui fait qu'on va beaucoup nous écouter. Et puis bien sûr, l'aisance sociale, quand même, certaines personnes vont être beaucoup plus aptes à écouter et donc on va plus se tourner vers elles quand on a envie de parler et donc elles vont à nouveau concentrer le pouvoir autour d'elles. Et donc l'idée, bien sûr, c'est pas d'être castrateur, c'est pas de se dire de repérer tous les leaders potentiels et leur faire rabattre le caquet, parce que ça écrase, ce que disait Sylvie sur la créativité, etc. Mais c'est plutôt juste, au moins, en avoir conscience que les personnes qui prennent la parole actuellement, ce sont celles qui ont la disponibilité de l'ancienneté et que, attention, il y en a qui n'ont pas ces caractéristiques-là et on a tendance inconsciemment à ne pas les écouter. Donc, c'est rendre conscient ce qui est peut-être inconscient dans le quotidien. Ça peut renvoyer aussi aux animations qu'on peut mettre en place pour justement réguler un peu tout ça, quoi. Permettre l'expression de chacun. Alors, oui, Sylvie, je vais te redonner la parole, mais juste pour dire que le temps passe très vite, puisque on a bientôt fait 1 heure. Donc, on va accélérer un petit peu. Sylvie, je te relaisse la parole, peut-être. Oui, je voulais juste, si tu laisses ce slide-là, Thierry, rebondir sur ce que disait Marius. Moi, j'ai vu dans une entreprise une personne qui était plutôt introvertie, qui ne prenait pas de place, justement, qui avait beaucoup de mal à faire participer ou enfin voilà, à avoir son leadership. Et du fait qu'elle ait eu un rôle, c'est-à-dire du fait que dans l'organisation, on a dit, ah tiens, le rôle design et architecture, eh bien, c'est toi, Émilie, qui va t'en occuper. Et donc, elle n'était plus au nom de Émilie, elle était au nom du design et architecture pour le bien de ce cercle-là qui faisait. Donc, le fait d'avoir ce rôle lui donnait une légitimité et qui était un pouvoir, non pas un pouvoir charismatique, mais le pouvoir conféré par le rôle qu'elle était censée remplir. Et c'était très beau parce qu'à la fin, elle a dit littéralement, j'ai déployé mes ailes. À la fin des X mois d'accompagnement. Et c'était magnifique à voir. C'était une personne qui était effacée derrière un manager qui, lui, s'est un peu mis en retrait et l'a laissé prendre toute sa posture. Donc, pour illustrer à quel point la clarté des rôles dans les coopératives, par exemple, on pourrait dire le rôle marketing, le rôle achalandage, etc., etc. Voilà. Donc, le rôle permet quelque part de rééquilibrer un peu ce temps de prise de parole et de pouvoir. Voilà. Alors, donc, je voulais vous présenter effectivement, merci Thierry, en quelques minutes, les étapes, une proposition d'étapes sur comment est-ce qu'on prend des décisions, à la fois au niveau individuel, là je vais passer rapidement, et le processus de décision par consentement ou par intégration, qui est un processus de décision collectif. Donc, au vu des 6 facteurs clés que je vous ai présentés, la première étape, c'est de définir le cadre de la décision, c'est-à-dire quelle est la situation, quels sont les enjeux,
quelle est la complexité, qui sont les parties prenantes, surtout d'une décision, quel est le temps de la décision, quand est-ce qu'on doit décider, au plus tard, pourquoi est-ce qu'on doit décider maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne décide pas, autrement dit, quel est le prix du statu quo, hein? Parce que parfois on repousse une décision, vous connaissez très bien des gens qui sont procrastinateurs, je ne parle pas de vous ni de moi bien sûr, mais parfois on procrastine et en procrastinant, c'est-à-dire en repoussant la décision, on ne se rend pas compte du coût du statu quo, des conséquences de ne rien faire. Donc une bonne question à se poser, c'est quelles sont les conséquences de ne rien faire? Quelles sont les conséquences de revenir en arrière? Tout à l'heure, Émilie disait, des fois on revient en arrière. Une fois qu'on a défini ça, le cas de la décision, on peut alors identifier notre finalité, c'est-à-dire quel est le sens de ce qu'on veut faire, au nom de quoi on veut décider. Est-ce qu'on veut décider pour les intérêts de quelques-uns ou pour l'intérêt collectif? Et si c'est pour l'intérêt collectif, qu'est-ce qu'on veut, à quoi veut-on contribuer en priorité? Autrement dit, on pourrait dire, qu'est-ce qui est essentiel dans cette décision? Vous savez, on a souvent, on dit il faut décider sur l'important avant l'urgent. Eh bien, ce que je vous propose là, c'est de déterminer qu'est-ce qui est essentiel avant de déterminer ce qui est important et de déterminer ce qui est urgent. Enfin, la troisième étape, c'est d'identifier des options. Parce que bien souvent, on prend de mauvaises décisions, non pas parce qu'on veut prendre des mauvaises décisions, mais parce qu'on n'a pas vu d'autres options qui auraient été préférables. Et ça vient je ne vais pas parler beaucoup de neurosciences là, mais il y a eu énormément d'études dans les neurosciences par rapport à la prise de décision. Et bien souvent, et le collectif exacerbe ces biais cognitifs, bien souvent, on va sauter sur une idée qui va nous paraître fantastique et en fait, on va être complètement dans une illusion cognitive, dans un biais. C'est-à-dire qu'on va prendre la première idée qui nous vient à l'esprit et on va chercher à rationaliser cette idée, alors qu'en fait, on sera comme dans un angle mort, on ne verra pas que d'autres solutions plus optimales auraient été préférables. Donc, on va élargir le champ des possibles et se forcer à trouver 2 ou 3 solutions différentes. La quatrième étape, c'est effectivement d'être conscient de ces biais. Des biais, c'est-à-dire des erreurs de jugement qui vont nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas optimales au niveau individuel ou au niveau collectif. Tout à l'heure, Marius parlait de, tiens, par exemple, si c'est quelqu'un du terroir qui parle, on va lui donner un crédit. Alors que, mettons, quelqu'un qui n'est pas d'ici, peut-être que son option sera très bonne, mais parce qu'il ne fera pas partie du collectif, et on sera dans le biais de conformité, on va rejeter sa proposition, par exemple. Donc, vraiment mettre de l'éclairage sur ce qui pourrait nous pousser ou nous attirer, mais pas pour les bonnes raisons, à décider une option, mais pas pour les bonnes raisons. Okay. Une fois qu'on est clair là-dessus, ensuite, c'est le processus décisionnel classique, hein, c'est d'aller rechercher les informations pertinentes. De quelles informations a-t-on besoin pour décider? Pertinentes et non pas simplement disponibles. Et des fois, on décide en fonction des données que l'on a, et pertinentes que l'on n'a pas et qu'il faut qu'on aille chercher. Et puis ensuite, on va délibérer, c'est-à-dire que l'on va peser le pour et le contre. On va, selon notre processus de décision collective, et je vais faire une petite lumière là-dessus tout à l'heure, eh bien, décider de la décision à mettre en œuvre. Et enfin, comme une décision qui n'est pas appliquée n'est pas vraiment une décision, mais c'est juste un vœu, eh bien là, pour passer du vœu à la décision, on va mettre en œuvre la décision qu'on a prise. Et tout à l'heure, je voyais dans la boîte de dialogue quelqu'un qui disait des fois on décide, puis on recule, etc. Donc si on recule, on n'a pas vraiment décidé. Et je voulais vous proposer un petit éclairage sur la décision collective, justement, par rapport à ce processus de délibération. Parce que, encore une fois, au niveau collectif, soit on peut avoir une décision d'autorité, donc une personne, soit on peut décider à l'unanimité, mais ça prend du temps. Vous avez vu le conclave des papes, là, ça prend beaucoup de temps de décider à l'unanimité. Ou pour les jurés dans les affaires criminelles, enfin en tout cas aux États-Unis, c'est à l'unanimité. Mais si on veut vraiment décider, puis être sûr que tous ceux qui ne sont pas d'accord se sont prononcés, alors voilà le processus que je vous propose qui est tiré de la sociocratie et de l'holacratie. C'est première étape, une personne fait une proposition et donc dit voilà, au regard de cette situation, voilà ce que je propose. La deuxième étape, avant de dire ah oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, déjà ce processus est de préférence facilité. Le facilitateur va dire est-ce qu'il y a des questions de clarification? Pourquoi? Pour qu'on soit tous
sûr d'avoir compris la même chose sur le problème et sur la solution. Parfois, les questions de clarification, ce serait oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Non, ça, ce n'est pas une question de clarification. Une question de clarification, c'est qu'est-ce qui te ferait dire que cette solution-là, ça serait bien? Ça, c'en est une. Explique-moi ce qui t'a amené à ce processus. Donc, une fois qu'on a eu une compréhension partagée de la situation, alors, on peut faire un deuxième tour de parole, et là, encore une fois, facilité, où le facilitateur va dire, ben voilà, maintenant, on peut partager nos réactions, notre avis, nos propositions, nos contre-propositions pour bonifier cette proposition. Alors, ça peut être du type ça ne sert à rien, je ne vois pas pourquoi, ou bien oui, je suis d'accord et on pourrait aussi ajouter ça. Enfin, voilà, et là, on tire parti de l'intelligence collective en faisant ça. La quatrième étape, c'est que la personne qui avait fait sa proposition à l'étape 1, au vu de tout ce qu'elle a reçu comme feedback, elle va dire finalement, voilà ma proposition amendée. Voilà ce que je propose en réalité. Et là, on va passer à la délibération à proprement parler, où on va avoir, dans un premier temps, identification des objections. Et là, la question que pose le facilitateur, ça n'est pas est-ce que tout le monde est d'accord, c'est est-ce qu'il y en a qui ont des objections majeures à ce qu'on adopte cette proposition. Et là, tout à l'heure, il y avait aussi une question sur comment est-ce qu'on fait par rapport aux égos, etc. Et bien là, dans cette étape d'identification des objections, on va regarder les objections au nom du bien-être du collectif et non pas les préférences individuelles. C'est là où c'est comme la boussole et le nord. Le nord, c'est le bien commun et le collectif. Ça n'est pas la préférence de Pierre-Paul Jacques. Donc, une vraie objection, c'est pas je ne suis pas d'accord, c'est j'ai une objection par rapport à cette proposition parce que si on fait ça, ça met notre collectivité ou notre collectif à risque. Ou bien, voilà. Donc, c'est vraiment... donc, on les identifie et on intègre ces objections, c'est-à-dire qu'on va chercher à bonifier encore la proposition pour faire en sorte que la décision qui est prise, cette fois-ci par consentement, c'est-à-dire tant qu'il n'y a plus aucune objection sur la proposition, eh bien, cette proposition devient adoptée par le collectif pour le collectif. C'est très, très rapide. J'espère que c'est assez clair comme façon de présenter le processus. Il est très puissant, j'avoue, hein, vraiment. Et il n'est pas nécessairement chronophage. C'est ça qui est intéressant s'il est bien facilité. Oui, du coup, on connaît des collectifs effectivement qui l'utilisent ou des équipes aussi. On est dans l'équipe de salariés qui accompagnent les magasins de producteurs. Alors, il y a d'autres, effectivement, des techniques possibles pour prendre des décisions en collectif. Il y en a d'autres, bien sûr. Et celle-là, effectivement, on a l'impression qu'elle prend un peu de temps, mais on gagne énormément de temps après aussi. Notamment dans la mise en œuvre des décisions. Oui. On peut toujours prendre des décisions, si elles ne sont pas mises en œuvre, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, je vais arrêter le et je pense qu'on va pouvoir mettre, tout le monde va pouvoir rallumer sa caméra et puis rallumer le son aussi. Il y avait quelques questions, on va les prendre, même si on a débordé un petit peu, mais bon, on est bien, il pleut dehors, tout ça. Donc, au moins, des mousins. Ça dépend, oui. Je vois qu'il y a du soleil ailleurs quand même. Donc, soit spontanément, vous avez des questions, je n'ai pas eu le temps de regarder dans la conversation à côté. Il y en a même chez qui il neige, donc c'est une bonne information aussi. Oui, il y avait une question qui avait été posée là, lors des inscriptions. C'était, est-ce qu'il faut tout le temps décider en groupe? En grand groupe, j'imagine, la question, c'était ça. Oui, c'était ça. Est-ce qu'il faut tout le temps décider en grand groupe? Parce qu'on a des magasins de producteurs où des fois, il y a 40, 50, 60, 70 producteurs. Ah oui. Marius, tu veux répondre quelque chose? En termes d'efficacité, la question peut se poser, mais ça peut être une intention politique, c'est-à-dire de se dire on veut avoir le maximum de temps possible où on est tous ensemble, avec la crainte que dès qu'on va commencer à faire des petits groupes, on peut avoir du coup des processus d'exclusion, des personnes qui vont se désinvestir.
Après, le danger pour moi dans ces démarches-là, c'est d'avoir une démarche trop idéologique et c'est de se dire toute inégalité est mauvaise, tout sous-groupe est mauvais. Et donc, si la question c'est faut-il tout le temps décider en grand groupe, la réponse pour moi est clairement non. Parce qu'il ne faut jamais vouloir quelque chose qui soit 100% collectif, parce que c'est une utopie, ça n'existe pas. Si on prend le collectif le plus autogéré que vous connaissez, il y a forcément quelques inégalités et qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. C'est juste se dire, bon, ben, repérer. Encore une fois, moi, ce qui me paraît important, c'est de se dire, est-ce qu'on le fait consciemment? Est-ce qu'on est conscient qu'il y a certaines choses importantes qui ne se passent pas en grand groupe et qui se passent individuellement ou en petit groupe, de sorte qu'on a les clés en main pour revenir dessus si on n'est pas d'accord, plutôt qu'en faire un principe dogmatique en disant il faut toujours être en grand groupe. Oui, je répondrais la même chose et je pensais à la métaphore du collectif que j'aime beaucoup, c'est celle du corps humain. Dans le corps humain, les cellules du foie font ce qu'elles ont à faire, les cellules des intestins font ce qu'elles ont à faire, les poumons font ce qu'ils ont à faire. Et ce n'est pas le foie qui va aller dire aux poumons comment faire. Enfin, c'est ça, dans le collectif, les rôles. Hein, c'est ça les rôles. Donc toi, tu digères, toi, tu fais en sorte qu'on respire, toi, tu t'occupes du marketing, toi, tu t'occupes du choix des nouveaux producteurs et de les faire rentrer. Il y a nécessairement une délégation qui s'appuie sur la confiance et sur la clarté du périmètre et des redevabilités. Donc ça, c'est avec cette règle du jeu, ces règles du jeu, eh bien non, il n'est pas nécessaire de tout décider. S'il y a un rôle, donc un collectif, un sous-groupe du groupe qui a des redevabilités précises, un périmètre d'autonomie précis et une mission à accomplir, voilà, il va pouvoir décider dans son périmètre. Maintenant, il faut aussi préciser quelles sont les décisions à prendre au niveau du collectif élargi. Ça, c'est important aussi. Je dirais même qu'il y a un biais sur si on veut tout fonctionner en collectif, à la fin, on va perdre des membres. Ce que j'ai observé dans des monnaies locales qui mettent en place la sociocratie, c'est qu'au final, ceux qui adorent le collectif, ils sont restés, ils sont contents, et ceux qui l'aiment moins, ils sont partis. Du coup, au final, sous des airs de vouloir faire participer tout le monde, on a donné la place à ceux qui aiment bien les réunions, qui sont à l'aise en réunion, et on a perdu les autres. C'est l'importance d'avoir ces cercles dans l'image que je présentais. Le collectif, c'est le grand cercle, et à l'intérieur de ça, vous avez différents cercles qui agissent de façon agile et autonome et en même temps cohérente avec le grand cercle. Ça rappelle un peu le fonctionnement cérébral de la pieuvre qui peut avoir jusqu'à 9 cerveaux, 9 centres de décision, et tout ça est coordonné quand même. Alors, il y a une autre question de Céline Ousmane. Bonjour Céline, puisqu'elle était intervenue déjà sur nos émissions. Céline nous propose comment faire quand l'individualité prend trop de place et que les décisions sont remises en question. Et que le groupe a l'impression de faire un pas vers l'avant et reculer de 3. Malgré une volonté de prendre les décisions. À combien de personnes dans ces cas-là? C'est combien de personnes qui décident? Est-ce qu'il y a À mon avis, et dans l'intérieur du collectif, trop. Alors oui, c'est 25 ou 30. Ah oui, non, d'accord, ok. En sociocratie ou en holacratie, cette fameuse, vous savez, vous vous souvenez de l'image du cercle, hein, vous avez un cercle avec des cercles, on va dire satellites. Le nombre de personnes optimales dans un cercle pour décider, c'est entre 8 et 12 personnes. Au-delà, c'est beaucoup trop. Quand je vois des entreprises qui font des comités de direction à 30 personnes, ça ne peut pas être collectif à 30 personnes, ça finit par être le directeur qui parle et tout le monde attend patiemment qu'il dise ce qu'on a à faire, quoi, en fait. Mais si on veut vraiment faire du collectif où chacun est engagé et contribue, c'est 8 à 12 personnes. Ces 8 à 12 personnes elles-mêmes pilotant des cercles aval, un peu comme de façon fractale quasiment, hein, d'accord? Et donc là, chaque cercle prend une décision dans son périmètre et tout ce qui est en dehors de son périmètre, ça remonte au cercle amont ou au cercle supérieur. Comme ça, c'est une façon d'avancer de façon plus agile, on va dire. Là, si ça répond à la question, Céline. Oui. J'avais le doigt dessus, mais c'est très difficile de le faire entendre, en fait.
j'ai envie de dire que quand on est au-delà de 12, ou quand on est 20, ben on revient au fonctionnement de la tribu, quasiment archaïquement, quoi. Et donc, du coup, ça va être celui qui a le plus haut niveau ou le plus de pouvoir, quel qu'il soit, hein, le pouvoir de légitimité, etc. Et on peut difficilement être dans un collectif quand on est un trop grand nombre. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en étant un très grand nombre, comme on veut des décisions par consentement, on finit par plus rien décider parce qu'il y en a trop qui ont des objections. Ah oui. Et la question, c'est qu'ils ont des objections ou des préférences, parce qu'on pourrait se poser la question de la légitimité. Au nom de quoi est-ce qu'il y a une objection? C'est parce que ça me défrise, ou est-ce que c'est parce que par rapport à mon rôle et par rapport à ma mission dans le collectif, je pense que ça nous met à risque? Et là, c'est vraiment une question de discernement, de dire, est-ce que tu nous parles d'une préférence personnelle ou est-ce que tu nous parles d'une objection pour le bien du collectif? Merci. Eh bien, merci à tout le monde. Alors, je vais être obligé d'en arrêter là. On aurait sans doute eu plein d'autres questions. On aurait eu vraiment de la matière à discuter. Donc, c'était juste pour vous dire que cette émission, elle touche à sa fin. Donc, merci Sylvie Nuria Noguet. Merci Marius Chevalier pour vos interventions. C'était très riche. Et puis, encore une fois, on aurait aimé avoir plus de temps pour vous écouter. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions. Donc simplement, parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi sur est-ce qu'on peut retrouver tout ce qui s'est dit. Oui, il y aura un compte rendu de la radio sur le site internet de Tram. Donc c'est www.tram.org. Et puis, donc on remettra aussi l'enregistrement de cette radio sur le site. Il se pourrait que, ça je parle sous couvert de ma collègue Elsa, on fasse peut-être un article pour travaux et innovation, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Voilà, donc on prévoit d'organiser une prochaine réunion, visio des magasins producteurs le lundi 29 mars 2020. Donc vous pouvez déjà noter cette date sur vos agendas. Le thème n'est pas encore bien précis, alors si vous avez quelque chose dont vous avez envie d'aller un cran plus loin, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, à votre écoute aussi. Il me reste juste à dire que cette radio a été réalisée avec l'appui de Marion Vandenbulk et Agnès Catala, qui sont membres de l'équipe projet, cours de Tram, et puis aussi de Pauline Mendes pour toute la logistique, c'est elle qui peut envoyer les liens, etc. Donc merci à Pauline. Et puis encore un grand merci Sylvie et Marius, parce que c'est très riche. Merci. Et puis on vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi, si vous êtes sous la neige ou sous la pluie ou au soleil, comme à Aix-en-Provence. Et puis, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et donc, à bientôt pour notre prochain rendez-vous pour parler de magasins de producteurs. Okay. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.